Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team que je redécouvre parce que j'ai l'impression de ne pas être venu là depuis des plombes. Ouais, mais c'est comme le vélo. Ouais, c'est comme le vélo parce qu'il y a eu l'Open d'Australie, les Jeux Olympiques et puis pendant cette période-là, j'ai eu l'impression que c'était un peu l'OM de De Zerbi, la Stream Team, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes différentes à tous les postes différents. On a vu Paul, on a vu Cyril, on a vu Arthur, on a quand même vu Martin entre deux vacances. Mais on n'a pas vu les meilleurs. On n'a pas vu les meilleurs, donc voilà, ben c'est là on prend un peu les choses en main. Martin, lui, évidemment, est en vacances. D'ailleurs, quelle surprise. Le karma, c'est qu'il est parti dans un pays où il est censé faire chaud et il a de la neige. Bien fait pour lui, hein, ça lui apprendra à rester en vacances. Voilà. C'est un moment, tu ne peux pas gagner à tous les coups. Voilà. Donc je suis avec Julien Pereira et ravi de te retrouver, Julien, aussi. Bah, ravi également. T'as bien mangé, Maxime? Tu t'es fait un petit sandwich avant l'émission? Oui, je me suis fait un petit sandwich avant l'émission. Alors il y a un petit peu de retard, vous ne le savez pas et vous en fichez puisque vous regardez sur YouTube et vous allez découvrir l'émission dans les conditions du direct, enfin les conditions que vous voulez. J'ai pris un petit sandwich parce qu'il me fallait que je respecte un timing entre deux médicaments. Parce que j'ai mal au genou et je suis censé faire le semi-marathon. Ah là, je savais que tu allais en parler. Je savais que tu allais en parler. Bah non, mais je me disais que ça allait aller vers ça. Donc, comme je me suis très très mal préparé, j'ai fait l'erreur de courir un semi-marathon comme ça pour le plaisir il y a 2 semaines, ce qui est une énorme connerie. Mais on la connaît, c'est là, Maxime. Tu fais semblant, tu prépares le terrain. Non, là, comme ça, si tu sors une performance exceptionnelle. Bah non, parce que tu diras, bah voilà. Alors, il n'y aura pas de performance exceptionnelle. C'est 20 km 1h50. J'espérais faire 1h50, mais vu le genou. J'ai peur. Déjà, si j'arrive au bout, ce sera une belle perf. Mais en même temps, arriver au bout, j'ai pas envie d'arriver au bout en 2h10, 2h15. Donc, est-ce que tu veux qu'on passe un petit message pour ceux qui vont faire le semi-marathon? Si jamais ils te voient sur le bord de la route. Avec plaisir, venez voir, on se tape dans la main et vous me traînez un peu, il me faut des lièvres. Donc, si vous faites le semi-marathon de Paris, si vous dans le voyez les commentaires, je me suis mis dans le sas 1h50, j'y crois plus du tout. Mais écoute, bon, pire, on discutera, on marchera, on fera des trucs sympas, voilà. Donc, En parlant de discuter, Maxime, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ah non, je croyais que tu voulais continuer l'intro. Donc, non, parce que je veux pas qu'on aille sur d'autres sujets, je me méfie. De quoi va-t-on parler? Bah là, on va parler de quoi? On va parler de l'OM, évidemment. C'est l'actu. Alors, moi, j'ai loupé plein d'émissions, et comme par hasard, c'est des émissions que j'aimerais faire, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais on a quand même, grâce à l'OM, un peu de prolongation sur le sujet. La question est très simple sur l'OM. Est-ce que l'OM peut encore sauver sa saison? L'OM qui a été sorti en Coupe de France mercredi au tir au but. Deuxième sujet, on parlera d'un entraîneur pour qui ça se passe très bien, c'est Pierre Sage, qui s'est lui qualifié avec Lens pour les demi-finales de la Coupe de France, qui réussit sa saison globalement. On va se demander si c'est le meilleur entraîneur français et surtout s'il peut s'exporter. Ouais. Et troisième sujet, alors c'est Ruud Gullit qui a mis une petite pièce dans la machine. On l'attendait pas vraiment, mais pour le coup c'est intéressant puisque Arne Slot est un peu allé dans son sens, même si les deux discours ne ciblent pas les mêmes choses. Gullit s'ennuie aujourd'hui dans le foot et il juge que le foot est devenu horrible. Est-ce qu'on peut lui donner raison? On en parlera en troisième sujet et on finira évidemment par le quiz. T'es prêt pour le quiz? Pas du tout. Parce que moi, pas du tout. Ah, pas du tout. Est-ce que t'es plus prêt pour le quiz ou pour le semi-marathon? Ah, bonne question. Limite pour le semi-marathon. C'est dire. Bon, on verra ça. On va lancer l'émission. Allez, on y va. C'est parti. Premier sujet, Maxime, sujet qui te tient à cœur, parce que tu nous avais beaucoup de choses à dire justement sur l'Olympique de Marseille. On va en parler parce qu'il y a eu cette élimination face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France. L'OM n'a donc plus de Ligue des Champions, plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe de France. Il n'y a plus que le championnat. Est-ce que le club phocéen peut encore sauver sa saison? Alors la sauver, oui. La réussir, non. Ah, c'est simple, voilà. Nuance intéressante. Voilà, la réussir, c'est terminé. Ça ne sera pas réussi quoi qu'il arrive. Alors, quoi qu'il arrive, vous allez me dire, s'il termine deuxième devant Lens, Lens ou le PSG d'ailleurs, tant pour moi, au terme d'un sprint incroyable, on dira, bah oui, ça a bien terminé, l'OM s'est donné des raisons d'y croire, etc. Mais non, c'est une saison qui est à cette heure ratée, qui peut encore être sauvée. Et comment la sauver? C'est évidemment le podium, parce que la quatrième place, non, évidemment non, parce qu'il y a les tours de barrage. Et puis, tout simplement, je ne vais pas dire le contraire. Quand je parle du Paris Saint-Germain et de ses moyens, je suis le premier à dire qu'ils gagnent le championnat, c'est la moindre des choses. Ils sont surarmés, c'est logique, il n'y a aucun mérite, on va dire, à dominer les autres équipes parce que, bah voilà, vu la différence de moyens. L'OM n'a pas les moyens du PSG, mais il y a beaucoup de clubs, et la très grande majorité des clubs de Ligue 1, qui n'ont pas les moyens de l'OM. Et quasiment sortir, oui, c'est le cas de le dire, sortir du podium avec ces moyens-là, ce serait proprement scandaleux. Après, l'OM, en fait, l'a bien cherché.
Enfin, ça a démarré par l'affaire Rabiot. Maintenant, ça paraît tellement loin, l'affaire Rabiot. Mais quand on y réfléchit, elle est complètement lunaire. C'est-à-dire que on a mélangé tout et n'importe quoi, une bagarre dans un vestiaire, pour donner à l'institution, le terme complètement galvaudé, une hauteur de vue qu'elle n'a pas, le sortir du club en se disant, en plus, on va récupérer 10 millions. En fait, il n'y a rien qui va dans la gestion. Rien que ça, déjà, ça a laissé augurer du pire. On en a parlé avec Martin. Voilà, on n'imaginait peut-être pas. Ouais, on n'imaginait pas ça. Là, oui, mais quand il pense, c'est quand même très lunaire. C'est pas loin d'être le truc le plus lunaire pour moi. Parce qu'un entraîneur qui se fait limoger parce que son équipe marche plus, c'est arrivé des centaines de fois. Mais que tu vires ton meilleur joueur, un joueur que tu ne pourrais pas avoir, enfin ton meilleur joueur avec Greenwood, que normalement tu n'aurais jamais, que le mec a accepté de venir, de rester, parce qu'il y a une bagarre dans le vestiaire, avec la violence absolue. Alors d'ailleurs, elle n'a pas laissé de traces. Oui, surtout qu'on a vu la suite, oui. Rabiot, Roïs. Voilà, donc en fait, c'était lunaire parce qu'en fait, moi au début, je pensais vraiment, alors, je suis désolé, je fais une digression, que c'était pour des raisons vraiment institutionnelles, dire voilà, on ne peut pas accepter ça. En fait, non, je pense qu'ils ont vu l'intérêt de se faire 10 millions alors qu'il allait à coup sûr partir libre parce que Rabiot fait tout le temps ça. Donc ils ont cédé à ça, donc déjà, c'est un mauvais signal. Début de saison, on en a parlé suffisamment avec Martin, avec ma lubie de pas fausse, etc. Tout a tourné au pire pour l'OM, mais en même temps, l'OM s'est mis dans les conditions que ça tourne ainsi, avec un entraîneur qui ne fait pas jouer les joueurs à son poste, un entraîneur qui change de système tout le temps, un entraîneur et des joueurs qui confondent, et même les dirigeants, l'autorité et l'autoritarisme, avec des joueurs comme Balerdi ou Medina qui font les fiers à bras. Il a recommencé, Balerdi, après le match. Il était à moitié à deux doigts de se battre. On avait lui dire, bats-toi sur le terrain, mais pas en dehors. En fait, il mélange tout. Et là, on est dans un navire qui n'a plus de capitaine. Longoria est parti. De Zerbi est parti. Il ne pouvait pas en être autrement de Zerbi après la claque au Paris Saint-Germain. Parce que pareil, quand on voit aujourd'hui le PSG, les matchs assez moyens qu'il fait, quand on voit comme il a désossé l'OM, l'OM y était vraiment pour quelque chose là-dedans. Il n'y avait plus rien. Je veux dire, Longoria est parti, Benassia est parti et est revenu. Est-ce qu'il revient pour 6 mois vraiment? Est-ce qu'il revient pour plus tard? McCourt cherche des investisseurs. Le nouveau président, Juster, c'est ça? On ne sait pas qui c'est, mais ça, à la rigueur, pourquoi pas, peu importe. En fait, moi, je suis inquiet finalement pour la fin de saison, mais presque plus sur la suite. Parce que je me dis que si l'OM termine 4e, se retrouve à l'intersaison sans président, parce qu'on se doute que ça va être un intérimaire, peut-être sans entraîneur, parce que est-ce que il reste avec une 4e place? Que vont faire les joueurs? Qui va recruter? Franchement, là, le chantier, il est énorme et je suis presque... Parce que je pense qu'ils peuvent sauver la 3e place, ça peut arriver. Oui, mais est-ce que la 3e place sauverait la saison? Ah bah oui. Je suis pas sûr que par rapport... Pour les supporters, par exemple, je suis pas sûr que la 3e place soit acceptable. Ouais, mais si tu dis, je pense que tu dis les supporters au Vélodrome, à part... tu sauves le strict minimum. Si t'es un peu pyromane et tu dis, de toute façon, il faut que ça dégage, il faut que ça se casse la gueule. Si tu dis aux supporters, aujourd'hui, vous avez la 3e place assurée, est-ce que vous signez? Je pense que tout le monde signe. Parce qu'aujourd'hui, ce serait vraiment le minimum vital. Parce que tu sais que tu reviens en Ligue des Champions, tu sais que si les choses sont à peu près bien faites pour une fois, eh bien, tu peux avoir des joueurs qui seront intéressés. Mais le problème, c'est que voilà, tu vas te retrouver encore une fois avec un énorme turnover, de toute façon, que tu avais avec les précédents, avec Longoria, De Zerbi, etc. Mais là, il n'y a plus de tête, en fait. C'est ça. McCourt, il ne peut pas gérer ça. Benassia, s'il est partant fin juin, ce qui reste à voir, il n'y a plus personne pour le mercato. Franchement, là, c'est quand même très inquiétant parce que je le redis toujours. Alors, je ne vais pas dramatiser parce que ça n'a pas de sens et peut-être qu'il va se passer des choses. Il faut arrêter de penser que les grands clubs ou les clubs qui marquent sont éternels. C'est qu'à un moment, si on fait n'importe quoi, ça se casse la gueule. Et l'OM, aujourd'hui, est pour moi dans une situation où il faut faire très attention, aussi bien sur le terrain qu'à côté. Il y a une notion de la question que tu as un peu moins abordée, c'est est-ce que l'OM a les moyens aujourd'hui sportivement de sauver sa saison? Moi, honnêtement, j'en suis pas certain parce que on a vu qu'il n'y avait pas eu vraiment d'effet Habib Beye. On s'est un petit peu excité la semaine dernière, mais visiblement, il y a toujours les mêmes mots. On l'a vu en Coupe de France. Il y a des cadres sur lesquels l'OM ne peut plus vraiment compter. Balerdi, Højbjerg, même Rouli, qui a longtemps été irréprochable et qui est beaucoup moins impérial en ce moment. Donc, sportivement, je ne suis même pas certain que l'OM ait les moyens de sauver sa saison, d'autant que derrière, et même devant, Lyon a une dynamique beaucoup plus positive. Il y a Lille, il y a Rennes, il y a Monaco, qui avancent très bien ces derniers temps. Et parmi ces équipes-là, il y en a 3, donc Lille, Monaco et Rennes, que Marseille va affronter dans cette fin de saison. Donc, je suis
globalement très inquiet pour l'Olympique de Marseille parce que je ne vois pas sur quel ressort le club peut agir, que ce soit Bey, que ce soit la direction, que ce soit les joueurs. Je ne vois pas sur quoi ils peuvent agir pour que ça aille mieux et pour que ça se passe bien dans cette fin de saison. Ouais, et le seul truc, alors, pourtant les situations ne sont pas vraiment analogues, mais la chose qui me fait peur, ce serait une fin de saison à la 2011-2012, à la dernière saison de Deschamps. Alors, oui, il y avait des luttes intestines, internes, etc., qui faisaient que. Mais à un moment, c'est une équipe qui a lâché, en fait, qui a lâché la rampe. Ils font pas 11 défaites ou 12 défaites de suite, je ne sais plus, mais c'est énorme. Et en gros, c'est une équipe qui se casse complètement la tronche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le contexte économique, sortir des 3 de la Ligue des Champions, c'est une catastrophe absolue. Voilà, faut se dire les choses. L'OM a récupéré une 50aine de millions sur cette campagne-là. Vu la tronche de la campagne, c'est très bien payé, mais n'empêche qu'il n'y a que de là que vient l'argent, parce que ça n'a pas des droits TV domestiques. Voilà. Maintenant, de savoir s'ils ont les moyens, en fait, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'on peut avoir que des doutes, parce que c'est une équipe qui prend déjà énormément de buts, et ça n'a pas changé. Et c'est ça, alors. D'un autre côté, Bey, ça fait peu de matchs, ça fait 3 matchs. Est-ce qu'on peut lui demander de régler tous les problèmes en 3 matchs ? La réponse est non. Ça aurait pu mieux se passer. Ça aurait pu aussi moins bien se passer, parce que face à Lyon, ils sont menés 2-1 à un quart d'heure de la fin. Et là, ça aurait pu faire 3 défaites, 2 défaites et une élimination. Et là, perdre très gros, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à un quart d'heure de la fin, dimanche dernier, ils sont à 8 points de Lyon. Et là, autant dire que c'est pas sûr, mais c'est moins bien barré pour la fin. Là, ils sont à 2 points, donc au moins, ils ont leur dessin entre les mains. Moi, ce que j'aimerais, enfin, finalement, voilà, c'est que Bey prenne des décisions fortes. C'est-à-dire que Balerdi, c'est pas possible, c'est plus possible. Il fait connerie sur connerie. Lui redonner le brassard, je ne comprends pas l'intérêt. Il a été trop... Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'OM qui s'est entêté à se dire ce type-là a une valeur marchande, donc il faut le mettre en avant, mais même pas, je sais pas. En tout cas, voilà, faire des choix forts, s'accrocher à un système de jeu si possible, et de se dire, l'effectif, parce que qu'on dise ce qu'on veut, l'effectif il reste pléthorique. Voilà, en nombre, il y a ce qu'il faut. Donc à un moment, c'est de se dire, écoute, on va aller avec les joueurs, les guerriers en fait. Voilà, faut plus chercher les fioritures. Le discours de Bey avec les demi. C'est une opération de sauvetage. C'est terminé, c'est opération commando. On va pas faire des retiros tous les ans, mais en gros l'idée c'est ça, et d'aller avec les joueurs qui sont capables de le faire. Et d'ailleurs, un mot là-dessus, on a beaucoup parlé du dernier tir au but de Nwaneri. Et je ne sais pas quoi penser de cette histoire de dire ils ont envoyé un gamin de 18 ans tirer. Pour moi, il y a 2 choses. Généralement, on dit, c'est quand même assez rare que les entraîneurs disent pas, toi tu vas tirer 1, 2, 3, 4, 5. Les entraîneurs disent en gros, qui se sent d'aller tirer. Parce que c'est important. Je rappelle quand même, et je leur dirai aussi après, que quart de finale de la Coupe du Monde 98, Yuri Djorkaeff, qui a une expérience XXL, décide de ne pas aller tirer. Donc on peut aussi avoir de l'expérience et ne pas y aller parce qu'il y avait Toldo dans les buts. Je rappelle que Ribéry, en finale de Coupe de France 2007 contre Sochaux, ne va pas tirer. Alors que pour le coup, il en avait raté un quelques semaines avant, mais on peut se dire que lui, il aurait dû y aller et pas envoyer Zubar. Il y a ça. Et en fait, ce qui m'inquiéterait, c'est que Nwaneri se soit retrouvé 5e tireur parce que personne n'a voulu. Par défaut, ouais. Ça m'inquiéterait. Parce que si le gamin se dit, bon, moi j'ai les épaules, après tout, il est prêté, dans 3 mois il est barré, donc voilà. Moi, c'est ça. Et si c'est le cas, je trouve qu'il y a vraiment un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerrier dans ce groupe-là. Tout le monde se planque. En tout cas, il n'y a pas de joueur capable d'assumer un statut de leader, de cadre. Et pareil, j'entendais dans les commentaires, je digression sur Toulouse, mais c'est dur d'aller tirer un pénalty au Vélodrome quand vous êtes Toulousain. Non. Ce qui était dur, c'était de les tirer quand vous êtes Marseillais. Parce que dans les contextes de mercredi, les Toulousains, ils n'avaient pas grand-chose à perdre, ils étaient à Marseille. En revanche, la pression quand vous étiez Marseillais face au virage et d'aller tirer le tir au but, c'était autre chose. Donc voilà, moi je serais Bey. En fait, c'est aussi, ça va. En fait, c'est Bey aussi qui jouait très gros, parce qu'il serait à 2 plantages en moins de 2 ans. Alors qu'on lui donnait, voilà, il a donné des leçons, il explique, c'est un intellectuel du football, etc. À un moment, j'ai envie de lui dire, peut-être enlever il met pas de costard, mais le pull à zip là, foutre le bleu de chauffe et mettre des mecs qu'on veut sur le terrain et d'accepter de potentiellement aller moins bien jouer pour aller chercher des résultats, parce que l'OM a besoin de ça, c'est une opération survie pour le coup. Oui, parce qu'on le rappelle, financièrement, on s'attend une nouvelle fois à un bilan comptable. On a vu le bilan de l'UEFA, c'est très catastrophique. Le bilan de l'UEFA qui est catastrophique. Celui de la saison de Ligue 1 de la saison dernière, ça va être plusieurs dizaines de millions de déficit encore une fois. Cette année, a priori, il y a les rentrées d'argent à la Ligue des Champions. Mais pour assumer cet effectif qui a été construit à coût de dizaines de millions d'euros l'été dernier, il faut qu'il y ait une continuité. Et le problème, moi, c'est que j'ai peur que toute cette saison-là ait complètement cassé quelque chose dans l'effectif et que beaucoup de joueurs qui, a priori, se voyaient bien rester à l'OM,
change d'avis cet été finalement. C'est vrai que quand tu prends les joueurs là, tu sais plus trop avec qui l'OM même aurait intérêt à continuer. Exactement. C'est-à-dire que Rouli, je sais plus quoi trop en penser. Surtout là, que Rouli, il a un contrat jusqu'en 2027, je crois. Ouais. Donc, potentiellement, un si départ ça prolonge pas, ça va être compliqué. Greenwood, il est encore sous contrat, mais est-ce qu'à un moment, alors lui c'est un peu différent parce qu'il y a pas les clubs se pressent pas au portillon, mais qu'est-ce que tu fais de lui? Alors je voyais dans l'équipe qui parlait des offres du golf potentiellement, un peu jeune pour aller dans le golf, mais Aubameyang qui pourrait repartir. Aubameyang, puis de toute façon Aubameyang il va finir par être atteint par la limite d'âge. Qu'est-ce que tu fais de Gouiri et compagnie? Donc c'est ça qui est un peu difficile et ce qui est compliqué là, encore une fois, quand vous êtes joueur ou l'entourage des joueurs, c'est à qui vous vous adressez. Ouais. C'est-à-dire que Benassia, s'il s'en va vraiment en juin, il n'a pas intérêt, enfin je ne sais pas qu'il n'a pas intérêt, mais qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut incarner, c'est très compliqué. On est presque passé d'un schéma où il y avait des dirigeants qui étaient peut-être trop concentrés sur le sportif, trop interventionnistes, à un schéma où il n'y en a plus assez. Là, il n'y a plus. Et la recherche des investisseurs, moi je me demande si, alors, ça va exciter tout le monde, alors on n'a pas d'infos, hein. Il faut pas vendre, voilà, à un moment... Plus que des investisseurs minoritaires, c'est de tourner la page. Ça fait 10 ans que McCourt est là. Il a tenu le club, il a mis de l'argent. S'il n'a plus envie, s'il ne s'y retrouve pas, moi je pense qu'il faut vendre. Voilà. À qui? À qui? Pour vendre, il faut des acheteurs. Ouais, et puis c'est plus simple de vendre un club en bonne santé qui est en Ligue des Champions. Ouais. Et tu dis le dernier mot quand même. Alors, rien à voir, enfin un petit peu à voir quand même. La Coupe de France, sans prolongation. Ah, je sais. C'est vrai que je voulais te lancer là-dessus parce que ça m'insupporte. Mais en fait, il manque quelque chose, il manque la prolongation. La prolongation, c'est des moments où tu as deux équipes qui ont joué 90 minutes, qui n'ont plus de jus dans les pattes, et on ouvre Et puis en Coupe de France, ça a une valeur, la prolongation. Oui, exactement. Ça a un sens historique. Alors, et à ceux qui disent oui, mais il n'y aura plus d'exploit de petits. Et les gars, vous avez regardé la Coupe de France, les gars, vous regardez les affiches des dernières finales de Coupe de France, regardez les affiches il y a 15-20 ans. Alors ce qui a changé, c'est qu'évidemment, il y a eu le PSG qui a vampirisé tout par sa puissance. Même jusqu'au quart de finale déjà. Ouais, Calais, Quevilly, tout ça, les prolongations ne les ont jamais empêchés de réussir des exploits. Donc ça, c'est un argument fallacieux. C'était surtout pour permettre aux gros clubs qui ont beaucoup trop de matchs de jouer à fond la Coupe de France. Et quand on voit les résultats, on n'est pas sûr que ça a marché. Donc remettez-nous la prolongation, personne ne s'en plaindra. Et je vois pas, en plus, je vois pas qui se plaindrait d'avoir des prolongations pour le coup. Oui, peut-être les joueurs. Les joueurs, on peut aussi leur faire jouer 2 fois 10 minutes avec des buts de 8,40 m pour qu'ils marquent 10 buts par match. À un moment, ça va. C'est un peu comme une analogie qui te touchera, comme les pilotes de Formule 1 qui ne veulent plus conduire sous la pluie. Eh ben ouais, c'est le métier, les gars, donc faut y aller. Non, je suis d'accord, je pense que la prolongation avait une valeur historique et un poids, surtout en Coupe de France. Et du coup, ça augmente mécaniquement le nombre de séances de tir au but et ça les rend moins mémorables. Ouais, j'avais calculé l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière où il y avait eu un nombre de séances de tir au but, mais... En fait, je suis pas là à dire que c'est la pièce, ces tirs au but, c'est pas la loterie, mais ça ressemble à jouer un match de foot à la pièce. Enfin, je préfère gagner, qu'on aille au bout d'une logique, ou remettons... Moi, j'avais rien contre le but en or, par exemple. Enfin, c'était pas en Coupe de France, mais à l'époque, en Coupe du Monde et tout ça. Parce que j'aimais bien l'idée que ça se termine sur un but, sur un shoot au buzzer, un truc, on se dit, bon, bah voilà, c'est terminé. Mais que ça se termine la plupart du temps, dès qu'on peut, que ça se termine sur un but et non pas sur une séance de tir au but. Voilà, on va passer au deuxième sujet. Coup de gueule passé, on va pouvoir parler d'un ancien adjoint d'Habib Beye, finalement, Pierre Sage. Alors, je ne sais pas si l'élève a dépassé le maître, puisque c'est l'ancien adjoint d'Habib Beye. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux pour lui. Début de carrière professionnelle de Pierre Sage qui est remarquable, et même au-delà de ça. Il s'est retrouvé dans un environnement qui lui sied parfaitement à Lens, et il réussit des merveilles, puisque Lens s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France aux dépens de Lyon. Voilà, le hasard à coïncidence. Et joue les premiers rôles en Ligue 1 et est titrable potentiellement. Lens, c'est aujourd'hui le seul club français qui peut réussir le doublé national. Jap, est-ce que... Sachant que même s'il y a deuxième place, ça sera une très grosse quoi saison. qu'il arrive, alors on parlait tout à l'heure de Marseille qui peut encore sauver sa saison. Lens, la saison est à peu près réussie à 90% près. Est-ce que Pierre Sage, pour toi, est le meilleur entraîneur français du moment ? Si on exclut Didier Deschamps, qui est quand même un cas particulier, Zinedine Zidane, qui est un cas encore plus particulier, j'ai envie de dire oui. Parce que c'est celui qui offre le plus de garanties, je trouve, et c'est celui qui a le mieux compris ce qu'est le rôle d'entraîneur aujourd'hui parmi les entraîneurs français. Pour moi, il marque vraiment une césure avec toute une génération d'entraîneurs français
on va dire vintage pour être gentil avec eux. Pierre Sage, il s'est formé dans le football amateur, il s'est ouvert, et je pense que c'est ce qui a longtemps manqué aux entraîneurs français, c'est de s'ouvrir et avoir une ouverture d'esprit qui lui permet d'aller voir d'autres choses. Il est allé au contact de grands entraîneurs, il s'est intéressé, il a appris, et malgré tout ça, malgré tout ce que ça implique dans le foot d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup d'athlétisation, etc., il a aussi un côté humain qui fonctionne, visiblement. Moi, je vais être très honnête, quand je vois les discours de Pierre Sage dans les vestiaires, je ne suis pas particulièrement transcendé. Je n'ai pas l'impression qu'il ait ce sens de la formule qui peut te transcender un joueur. Mais visiblement, ça fonctionne, puisque ça a fonctionné à Lyon dans un contexte, probablement le pire contexte possible, avec un Lyon qui était au bord de la zone rouge, au bord de disparaître, qu'il a su redresser. Et ça marche à Lens, qui est un club totalement différent, un club beaucoup plus familial, etc. Donc oui, je pense que Pierre Sage, aujourd'hui, est l'entraîneur de référence pour le football français. Et c'est pas parce qu'il n'a entraîné, entre guillemets, qu'à Lyon et qu'à Lens que ça doit être un frein. Je pense que vraiment, beaucoup d'entraîneurs, ça doit amener une nouvelle vague et que beaucoup d'entraîneurs doivent s'inspirer de Pierre Sage. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le meilleur entraîneur français actuel, mais c'est l'entraîneur de l'année à coup sûr. Le trophée UNFP, il est sur la cheminée, c'est sûr, ce sera lui qui sera élu au mois de juin, parce que ce qu'il réussit, ce qu'il tire, en fait, toujours pareil, c'est ce qu'il arrive à tirer de son groupe est formidable. Encore une fois, Lens est deuxième du championnat, Lens est demi-finaliste de la Coupe de France. On parlait tout à l'heure des Marseillais, s'ils signeraient pour une troisième place. Si vous aviez dit au mois de juillet dernier, en mars, début du printemps quasiment, Lens serait là, je pense que les supporters n'auraient pas tous cru à ça, et en tout cas l'auraient signé très vite. Bravo à John Textor, qui aura réussi un truc. Non mais il faut le dire, il aura réussi un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il est allé chercher Pierre Sage que personne n'était allé chercher. Il aurait pu directement passer à autre chose, il a tenté le coup. Alors évidemment, les Lensois disent merci de l'avoir dégagé, mais en effet, c'est la trajectoire la plus fascinante, on va dire, de cette dernière année. Parce que c'était un inconnu, c'était un adjoint à Lille Bey. Et quand vous l'entendez parler, vous avez quelqu'un qui est passionnant. Et je ne le trouve pas dogmatique non plus. C'est-à-dire qu'il a des idées, il a une vision du foot, il aime le jeu. Il est honnête aussi. Je l'avais entendu parler au moment je crois que c'est nos confrères de RMC dans l'after. Il avait parlé à un moment d'Anthony Lopez. Et qu'il avait assumé de dire, non, lui, il a été écarté parce que la direction me l'a demandé. Alors, on va dire, oui, oui, mais au moins, il y avait cette honnêteté. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'honnête. Et tu parlais tout à l'heure du discours dans les vestiaires et tout ça. En fait, il est peut-être tout simplement la bonne hauteur vis-à-vis de ces joueurs. Ouais. J'en ai marre, moi. On a mis la musique de Gladiator, on est parti se battre. Non, mais à un moment, le disque. À qui fais-tu référence Oh, je sais pas, mais j'en entends qui De Zermif, c'est ça? Ouais. Et voilà, non, mais. Non, pas la musique de Gladiator, mais il y avait quand même. J'en peux plus, moi. Non, mais la musique de Gladiator, on va te mettre un gros match, on te met Gladiator en fond sonore, et le bon, la brute et le truand, on va mettre la chevauchée des Valkyries, tout ce qu'on veut. Ça va. Donc, à un moment, il faut se mettre à la hauteur de ces joueurs. C'est Deschamps qui racontait ça aussi avec la génération 2018. C'est pas de se mettre à la hauteur, c'est de s'adapter à eux. Peut-être que lui, c'est vice-versa, c'est-à-dire que son discours est simplement audible, il n'en fait pas trop, il dit ce qu'il faut et ça fonctionne. Et puis bon, il a des qualités techniques intrinsèques qui sont évidentes. Donc pour le coup, moi je pense qu'on on tient au moins l'entraîneur. Alors est-ce que c'est le meilleur entraîneur français? Je sais pas, parce que toujours pareil, Zidane, ça fait 4 ans qu'il n'entraîne plus. Donc c'est pour ça que je sais plus ce qu'il vaut. vaut. Un cas particulier. Deschamps, on en parlera au mois de juin, mais bon, il a quand même gagné une Coupe du Monde, il a fait 2-3 trucs, une finale aussi. Évidemment, c'est un positionnement différent. Mais ce que j'aime bien dans Sage, c'est qu'il est vraiment à la croisée des chemins. C'est pas le dogmatique moderne qui s'habille avec des lunettes de soleil, etc., et qui fait le cador. Mais c'est pas non plus l'entraîneur à l'ancienne. C'est-à-dire, il est lui, il est entre les deux, et je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, on se pose la question alors, on ne souhaite évidemment pas à Lens de le perdre, et je ne pense pas qu'il le perdrait à l'intersaison, parce que surtout c'est la Ligue des Champions. Mais après, quelle peut être la carrière d'un Pierre Sage, en fait? Est-ce que ça s'exporte dans des gros clubs? Est-ce que ça ne s'exporte pas? Parce qu'on en a vu aussi des prometteurs qui, finalement, n'ont jamais franchi le cap. Je pense que ce sera sur un temps plus long. Moi, je pense que Pierre Sage peut être le premier entraîneur à s'exporter. Je ne dis pas à s'exporter dans un grand club, je dis déjà à s'exporter, ce qui serait déjà quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui, parce que les entraîneurs à l'étranger, finalement, on a Régis Lebris, on a Julien Stéphan à QPR en Championship, qui ça se passe moyennement, et puis après c'est plutôt dans les pays du Golfe, etc., avec Christophe Galtier. Donc déjà, ça serait une vraie nouveauté sur cette période actuelle. Et je pense que oui, il faut qu'il fasse ses preuves ailleurs dans des clubs de second rang, un petit peu comme le fait Régis Lebris. Mais je pense qu'il a
les armes pour y parvenir, et c'est de cette manière-là qu'il va réussir à être vu, et aussi à casser quelque chose, je pense, c'est l'image de l'entraîneur français. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs français qui ont aussi souffert de ça. Je pense à Franck Hez, de cette image de l'entraîneur français qui ne sait pas s'exporter, contrairement aux joueurs, et qui a probablement fermé des portes à beaucoup de coachs. Je pense à Christophe Galtier aussi. La barrière de la langue, lui, a priori, ne l'a pas, puisqu'il a très vite compris, et il l'a déjà expliqué plusieurs fois, que longtemps, la limite des entraîneurs français, ça a été de ne pas savoir parler des langues étrangères et de ne pas apprendre l'anglais, ne serait-ce que l'anglais. Lui, il a compris, et j'ai l'impression qu'il a compris aussi beaucoup d'autres choses sur ce qui fait la réussite d'un entraîneur étranger, c'est-à-dire le réseautage, avoir le bon agent, être là au bon moment, et s'intéresser aussi à une culture. Et je trouve, encore une fois, que Pierre Sage a cette ouverture d'esprit. Donc j'y crois. J'y crois pas. Je ne suis pas en train de vous dire que Pierre Sage sera au Real Madrid dans 2 ans. Mais sur un temps beaucoup plus long, je pense que c'est un entraîneur qui peut s'imposer au niveau européen. Ouais, surtout que ce sera sûrement Jürgen Klopp, parce que comme par hasard, il quitte Red Bull. Il en a marre. Bon, bref. C'est ta petite pièce. Oui, bah là, je quitte Red Bull. Écoute, il cherche un entraîneur Real. Et finalement, j'ai peut-être envie d'entraîner. Bon, bref, c'est une aparté. Non, mais. Alors, pour s'exporter, il y a 2 choses. Ça, tu l'as dit, tu as raison, j'y ai pas pensé, mais la barrière de la langue. Il y a un moment, les gars. Mais Deschamps en avait parlé aussi. Ouais, donnez-vous les moyens. Si vous voulez aller entraîner à l'étranger, moi, si demain j'ai envie d'aller bosser chez ESPN, j'apprends l'anglais. Enfin, à un moment, c'est la base. Alors, on a beau peut-être pas avoir besoin d'un vocabulaire aussi développé que dans un milieu de l'entreprise. Après, il y a beaucoup de très gros médias qui sont venus te chercher et t'as refusé parce que tu voulais rester ici. Voilà, c'est ça. Ça te le dit pas. Mais tu me fais perdre le fil. Oui, c'est important. Ensuite, il y a autre chose. C'est aussi le réseautage et les agences. C'est-à-dire que ça, c'est marrant parce qu'à un moment, Galtier, on était persuadé qu'il partait. Alors, il y a eu le PSG, donc il avait plus gros en France, mais on était persuadé à un moment qu'il irait à l'étranger. Ça, c'est pas fait. Et Galtier, il ressemble un peu à Hez aussi. C'est-à-dire, c'est des gars qui ont la carte, mais qui ne l'ont pas complètement. Mais ça, je le range un peu plus vers les Lebris, dans l'image qu'il renvoie. Déjà dire des côtés un peu puristes football. Donc moi, je sais pas, encore une fois, comme tu dis, si demain il sera à la tête du Real, je suis à peu près sûr que non, parce que je vois, c'est pas assez glamour, il a ce côté pas assez glamour. Mais en revanche, un bon club anglais qui viendrait tenter le pari, ça m'étonnerait pas plus que ça, voilà. Et ça servirait plus ou moins de tremplin, même si la théorie du tremplin ne fonctionne pas toujours. Mais en fait, c'est ça, c'est toujours difficile avec ces entraîneurs-là d'être sûr qu'ils sont calibrés pour aller au-dessus. Parce que tu l'as dit, son discours dans les vestiaires, ça s'adapte peut-être au vestiaire de Lens. Est-ce que ça s'adapte au vestiaire du PSG, par exemple, ou des vestiaires de stars? Ça, je ne sais pas, parce qu'ils se prennent vraiment pour des cadors, donc ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est quasiment aussi haut qu'eux. Mais ça peut s'apprendre, il peut très bien l'apprendre. Ouais. Mais ça sera intéressant, et pour le coup, le foot français a besoin de s'exporter, parce qu'on a eu une ère dorée de coachs français qui étaient à peu près partout, et qui s'exportaient, qui étaient des pontes et des têtes pensantes dans le football européen, notamment en Angleterre. Là, aujourd'hui, c'est morne pleine. Donc, est-ce que ça passe par Pierre Sage? Peut-être, mais en tout cas, on souhaite quand même à Lens de le garder un certain temps. Et même à la Ligue 1. Et à la Ligue 1, évidemment. On a tout dit sur Pierre Sage, Maxime? Je pense. On passe à un sujet qui te plaît. J'ai l'impression que tu peux se le dire. Non, mais celui-là, c'est un petit peu ton sujet. Et pourtant, c'est pas moi qui y ai repensé. Donc, tu vois, et troisième sujet, le foot est-il devenu horrible? Alors, quand même, avant de démarrer, la production de l'émission, là, avec Simon aux manettes. Ah ouais, on est passé l'upgrade. C'est-à-dire, on a les virgules, tout ça, bim, bam, boum. On sent que là, il y a un vrai producteur et on est ponctuel en plus. C'est Ruud Gullit qui a balancé ça, qui a balancé une immense déclat que je n'ai pas sous les yeux. Donc je vais lire. Tu vas lire. Le football est devenu absolument horrible. J'attends des joueurs qui provoquent à nouveau les défenseurs, quelqu'un comme Lamine Yamal. Tout le monde se contente d'exécuter des tâches sur le terrain. Où sont les joueurs qui dribblent? Pourquoi tout le monde fait des passes? Et on a coupé beaucoup de choses parce qu'il a largement étayé. Alors, le Ballon d'Or, c'était à Zigosport. Le Ballon d'Or 1987, on avait gros sur la patate. Il exagère un peu, mais je trouve qu'il a... je te pensais plus... Non, parce que en fait, il faut des Yamal et tout ça. En fait, moi, je vais aller sur le fond. Là où je le suis, c'est sur le jeu de passe. C'est-à-dire que là, alors, les puristes, les techniciens vont vous dire, à raison, je crois que c'est même Michel Platini qui a raconté ça, il dit, le ballon, il va plus vite que les joueurs. Donc l'intérêt, c'est de faire des passes. Ok. Mais faire une passe pour éliminer, c'est bien. Un dribble, c'est utile aussi, parce que quand vous éliminez 2 joueurs sur un dribble et que vous vous retrouvez en supériorité numérique, c'est utile aussi. En fait, je pense que, moi, ce qu'il veut dire là, pour moi,
c'est qu'on a trop stéréotypé le football. C'est-à-dire que là, je pense que vraiment, ça fait à peu près 40 ans que je suis le foot, qu'on est arrivé à un moment où le foot est ultra stéréotypé, où il faut absolument repartir de l'arrière, absolument jouer court, absolument éliminer un premier rideau avec un pressing haut. Et moi aussi, ça me gonfle parce qu'en fait, je vois qu'il y a 90% des équipes, allez, 80% des équipes qui n'en sont pas capables. Parce que c'est du football Ligue des Champions, c'est du football d'équipes qui ont du talent derrière. Et je suis désolé, tous les footballeurs n'ont pas du talent, tous les footballeurs ne sont pas capables de relancer court. Et donc, et en fait, il y a cette espèce de dogme parce que Guardiola, parce que ceci, sauf que Guardiola, il entraîne le Barça, le Bayern de Munich, Manchester City avec des moyens XXL. Donc à un moment, tout le monde fait pareil. Et vous allez me dire, oui, il y a toujours eu des modes, ok. Sauf que Gullit, il est bien placé parce que Saki, il était du Milan de Saki qui a révolutionné aussi le jeu de position. Sauf que tout le monde ne faisait pas pareil. Tout le monde ne faisait pas pareil. Alors c'était lié aussi au fait qu'on voyait moins de matchs à la télé, que la Coupe d'Europe, il y a un vrai exotisme des équipes de l'Est, etc. Mais si vous prenez les matchs entre Marseille et Milan par exemple en 91, ben non, les deux équipes ne jouent pas pareil. Il y a une équipe qui vient en face avec un plan de jeu qui est complètement différent. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'ils regrettent, c'est ça. Et pareil, on a dit il y a eu des modes. La mode française, 98, on gagne. Défensif, on bétonne. C'était une mode, c'est vrai, sauf que tout le monde ne faisait pas ça. C'est-à-dire que c'était un mode de pensée qui était devenu peut-être dominant, sauf qu'en face, il y avait un modèle espagnol qui était plus joueur. Donc aujourd'hui, je pense qu'il reproche à ça, pour moi, alors on parlera après du jeu, des coups de pied arrêtés, etc. Je pense qu'il reproche ce côté un peu, c'est Lamine Yamal, justement, c'est l'image du joueur qui casse les codes et qui va casser les lignes. Donc lui, il s'ennuie de voir des redoublements de passes. D'ailleurs, là, quand on voit les stats, moi quand je vois les stats en bas, machin a fait 800 passes. Super, mais ça ne veut rien dire. Si tu fais 800 passes latérales, ça ne sert à rien. Je savais que je pouvais te lancer là-dessus. Bref. Moi, bizarrement, c'est pas les passes ce qu'il dit sur les passes qui m'interpelle le plus, c'est plutôt justement ce qu'il dit sur l'absence de dribbleurs, en tout cas la réduction du nombre de dribbleurs, parce que c'est pour moi ce qui fait le plus la spectacularité du foot et c'est ce qui nous attache, entre guillemets. Et j'ai quand même tendance à penser qu'effectivement, il a raison, il y en a de moins en moins, ça c'est une réalité, parce qu'on est dans une logique de minimisation du risque, que le but c'est de ne pas perdre le ballon. Rationalisation. Voilà. Donc ça, finalement, il y a une explication logique. Mais j'ai aussi tendance à penser que parce que ces joueurs-là, les Lamine Yamal, les Ryan Cherki, les Doué, pour prendre des exemples français, deviennent de plus en plus rares, ils vont aussi devenir de plus en plus précieux et c'est aussi sur ces joueurs qu'on va compter de plus en plus. Et j'ai la sensation qu'on est quelque part entre deux cycles. Il y a eu le cycle Klopp, enfin le cycle Guardiola, le cycle Klopp. J'ai l'impression qu'on est entre deux et qu'on va petit à petit aller vers quelque chose d'un petit peu moins stéréotypé. Alors c'est en transition, ça va durer un certain temps, mais je suis pas aussi pessimiste que lui. Je suis plutôt optimiste. Et moi, il y a une deuxième notion aussi que je trouve importante qu'il évoque pas du tout, c'est la notion de la réalisation aussi. Pourquoi on trouve le foot horrible ? Parce que le foot est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'athlétisation, du sprint, de la haute intensité, etc. Et qu'on le filme toujours de la même manière. Et je trouve que par exemple, les caméras qu'on voit de plus en plus sur les arbitres rendent beaucoup mieux compte de la puissance, la force de ces efforts physiques et du coup rendent la chose beaucoup plus spectaculaire. Et j'ai l'impression aussi que la réalisation doit évoluer pour rendre compte de ce qu'est le foot d'aujourd'hui et montrer que certes c'est plus le foot d'avant, mais ça reste quand même quelque chose de super sympa à regarder via de nouveaux angles. Mais quand tu mets, tu disais athlétisation, tout ça, rationalisation, mais quand tu mets les stats, les datas, quand tu mets des mathématiques quelque part, tu rationalises et tu laisses moins la place, comme tu dis, à des dribbleurs. Parce qu'en fait, on bascule, un dribbleur n'est plus un avantage, il devient un risque. Parce que parce qu'on a décidé que dans les datas, il fallait faire ci, cela. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a presque plus, il y a peut-être la place pour les très grands dribbleurs. Le dribbleur moyen, on va lui reprocher d'avoir pris le risque, alors que Yamal, tu ne le reprocheras pas parce que tu sais que deux fois sur trois, on va ça tolérer passer, les dribbleurs exceptionnels et qui ont des taux de réussite. Et encore Cherki, on le tolère maintenant parce que c'est un peu rationalisé, mais on le tolérait beaucoup moins avant. Et moi, des fois le premier à dire c'est dribbleur de l'inutile, etc. Mais en fait, je pense que en plus, et c'est aussi la place compris. Alors, vous allez me dire, les entraîneurs, Saki, je parlais de Saki tout à l'heure, avait de la place. Mais je pense que les entraîneurs, on l'a dit notamment en première ligue, à un moment, c'est devenu un championnat d'entraîneurs. Les stars étaient sur le banc. Quand les stars sont sur le banc, ça part d'elles. Et si ça part d'elles, des stars du banc, c'est qu'ils demandent des choses beaucoup plus précises à leurs joueurs, que leurs joueurs sont censés suivre. Et pareil, des fois, il y a un défaut. Moi, je pense que De Zerbi, pareil, à l'OM, il y a 2-3 fois où il avait envie de faire ses changements pour montrer qu'il était le patron et de montrer que c'est lui qui allait faire gagner le match, alors qu'en fait, c'est faux. C'est les joueurs qui font gagner les matchs.
T'as dit quelque chose de très... Vas-y. Non, tu parlais de la première ligue, on peut. Oui, alors non, je voulais finir ce que tu dis. Dites-vous que c'est cyclique. Rudy Gullit doit se dire ça, c'est-à-dire que rien n'est jamais arrêté. Regardez le foot dans 10 ans, il y aura, je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais on aura autre chose. Personne n'aurait imaginé la révolution de Guardiola il y a 20 ans. Personne n'imagine ce qu'on aura dans 15 ans. Donc ça va bouger, c'est sûr. Là, c'est une mode, c'est un truc, pour l'instant, c'est le truc le plus efficace. Quelqu'un va trouver autre chose et que ce sera sur Rudy Gullit, ça passera. Tu évoquais la première ligue, transition toute faite, avec des propos aussi intéressants qu'on a vus d'Arne Slot, qui disait que pour lui, la première ligue, c'est plus vraiment un championnat avec lequel il prend du plaisir quand il est devant sa télé. Référence notamment à certains matchs d'Arsenal, très efficaces, et même peut-être contre nature, on pourrait dire historiquement, sur corner, sur coup de pied arrêté, etc. C'est des choses qu'on voit de plus en plus en Première Ligue, avec des phases de jeu arrêtées qui amènent des buts. Qu'on revoit. Avec les longues touches. Pour ton plus grand plaisir, j'imagine. Ouais, moi ça me va. Non, mais c'est aussi la preuve que c'est une question de goût et que le beau football, c'est pas forcément le football tiki-taka qu'on a vu il y a 15 ans. Et puis il y a des modes. Alors là, on cible aussi le Arsenal-Chelsea. 3 buts, 3 corners. Alors tout de suite, c'est devenu une affaire. Il se trouve qu'il y a eu 3 buts, 3 corners. Il y a eu le match Brighton aussi où on a reproché à Arsenal de gagner du temps. C'est vrai que c'est contre nature par rapport à Arsenal qui se retrouve dans la situation de gagner le titre et qui a été loué longtemps pour sa construction et son jeu. Et maintenant, on a dit, ils sont devenus un peu tueurs. Mais typiquement, les corners, c'est lié avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est une rationalisation. C'est-à-dire qu'ils ont des coachs pour les coups de pied arrêtés, des coachs pour il y a des coachs pour tout. Pour les touches maintenant. Pour les touches, moi j'adorerais être coach de touche. Qu'est-ce que t'attends? Alors là, pour le coup, je suis désolé s'il y en a un qui nous regarde, je voudrais l'inviter là. Que fait le goal, on va essayer. Le coach de touche. C'est-à-dire, t'envoies loin dans le paquet. Hein. Non mais très bien. Tu gênes le gars. En plus en Première Ligue, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Les gardiens en Première Ligue ne sont pas défendus par les arbitres. Toi, tu vas te mettre devant le gardien, tu le pousses un peu. Balance ta touche pour essayer de foutre le bazar. Très bien, c'est bien, ça donne de l'emploi aux gens. Moi, ça me va très bien. Et puis, ça me donne de l'espoir d'intégrer un jour un staff. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on a beaucoup rationalisé. Et en fait, surtout que c'est des... Je voudrais bien savoir comment ils quantifient ça, parce que le corner comme la touche, ce sont des secteurs de jeu qui sont absolument pas efficaces normalement. Oui. Regardez le nombre de corners par rapport au nombre de buts, à part pour Toulouse, là, mercredi. Généralement, un très faible rendement. Donc, mais c'est des secteurs où tu peux justement voir mathématiquement. Oui, voilà. Et donc on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on rationalise tout. Et quand vous rationalisez tout, vous perdez un peu de magie. Et c'est ce que regrette Rudy Gullit. Voilà. Faut l'accepter, mais encore une fois, moi, si je peux rassurer Rudy Gullit, s'il a besoin d'être rassuré, on ne se connaît pas, mais en tout cas, c'est que c'est cyclique, ça reviendra. Non, lui, il te connaît, toi, tu le connais pas. Et j'ajouterais autre chose, il y a eu un moment où la Première Ligue, on spammait devant la Première Ligue, ça fait pas si longtemps d'ailleurs. Oui. Moi, j'ai souvenir de matchs du dimanche à 17h30 avec des équipes de Mourinho qui étaient chiants comme la pluie. Et pourtant, c'était la Première Ligue. Donc en fait, ça dépend aussi... Lui, il l'assumait parce que c'est Mourinho, et ça dépend aussi des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui vont... À un moment, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va trouver autre chose. C'est comme ça marche comme ça dans tous les sports. Et on repartira sur notre cycle, et il y aura quelqu'un dans 15 ans qui dira « Ah là, on se fait suer, quand est-ce qu'on refait des passes ?» Mais parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs se focalisent sur une idée, sur un idéal. C'est peut-être ça qui a été... Mais pourquoi ? Parce que aussi, on a tellement élitisé le football que la Ligue des Champions, c'est comme ça. Voilà. Alors qu'il y a encore 7-8 ans, l'Atlético Madrid, ils acceptaient, Chelsea 2012, le Chelsea-Barcelone, les deux confrontations, ils acceptaient. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque honteux de faire ça. Et moi, je rêve, je le dis tout le temps, je rêve du jour où le prochain entraîneur, où qu'il soit à l'OM ou où on veut, arrive, s'assoit en conférence de presse, il dit moi, je vais garer le bus pendant 90 minutes, on va jouer sale, si j'en peux plus, on va jouer vers l'avant. En fait, à quoi ça sert de présenter l'entraîneur ? Ils disent tous la même chose. Alors, ils essayent tous, mais ne peuvent pas tous le faire. Donc à un moment, quand tu ne peux pas le faire, que tes joueurs ne sont pas capables de le faire, fais autre chose. Très bonne conclusion. Voilà. J'ai rien à ajouter. Si ce n'est que c'est l'heure du quiz, Maxime. C'est l'heure du quiz. Et là, c'est moins rigolo. Salut messieurs. Salut Quentin. Tout le monde va bien ? Ça va. Tu peux souffler. C'est le retour. Alors la première info, c'est que vous faites toujours partie de l'entreprise. Parce qu'on ne vous avait pas vu depuis des semaines. Ouais, moi j'avais des missions un peu plus importantes. Voilà. Venir faire le fanfaron le vendredi. C'était quoi le quiz la semaine dernière ? Je ne l'ai pas vu. Le quiz de la semaine dernière, c'était les buteurs dans les matchs entre le PSG et Chelsea.
Ah, pas mal. Ouais, Malinx. Pas Pas mal. mal. Ouais. Ça a plu cette semaine, ça. Mm. En revanche, il faut qu'on parle. Oui. J'ai vu votre intermède F1 dans les fous du volant. Voilà, là, là. Vous savez ouais. quoi avec la Haas? Quoi? Elle est horrible. Elle est sympa. Non, non, la combinaison de couleurs de Non. la Haas, elle est très J'aime bien. bien aussi, moi. Nous, Blanc, noir, Oui, mais rouge, c'est c'est ça. impeccable. c'est même pas du mat, c'est même pas du brillant. J'ai l'impression qu'on a plaqué 3 coups de peinture. Non, mais c'est mieux que ce que fait Alpine, par exemple. Ah, le bleu et le rose, je suis Ouais, désolé. moi, ça me- On n'est juste pas dans la bonne On émission, n'est pas les dans mecs. la bonne hein. émission. On n'est Ah, pas dans la mais, bonne émission. Et pareil, je sais pas quoi penser de la Ferrari. Ah, bah moi, J'aime bien le côté moi, rétro, mais en même temps, Ouais. c'est vrai qu'une Ferrari, ça doit être J'aime. rouge. Mais évidemment. Mais elle est rouge. Oui, Et mais elle est blanche. blanche. Ce que tu retiens, c'est qu'elle est blanche. Et puis il y avait quoi d'autre? Non, on va pas faire ça l'émission. Bon, regardez, Voilà. voilà. Moi, Voilà. moi j'adore. Mais bon. Ouais, non, mais c'est un côté rétro qui est pas mal, mais je sais pas, ouais. Et pareil pour la Cadillac, je sais pas Ah, trop. moi, quoi. j'adore Non, mais la j'aime bien l'idée, mais je l'ai pas encore vu vraiment. Bon, je sais pas. Juste, on on va va faire faire les tout le 11 là. On a Bon, perdu tout le bon, monde. la Red Bull est magnifique. On va rester dans le thème PSG-Chelsea. Ouais, voilà. Alors, c'est mercredi à 21h. On va réviser notre Chelsea. Ok. Chelsea, double vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais. Et bien justement, on va jouer avec les joueurs qui ont joué et gagné en finale de Ligue des Champions avec Chelsea. Ok. Je précise bien, qui ont joué en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, Ouais, qui sont oui. entrés en jeu. Ok. C'est Donc, très peu important. importe l'édition. Hein. Oui, il y en Peu a deux. importe. Ok. Peu importe. Je peux vous donner le nombre de joueurs que ça concerne. Bah, il y en a deux à Oui, 25, non 27. 27. Ah, quand même. Le toss pour savoir qui démarre cette séance de tir au quiz. Donnez-moi l'un des entraîneurs vainqueurs avec Chelsea. De cette... Di Matteo. Voilà, Di Matteo, bien sûr, c'est carré, c'est solide. C'est donc Maxime qui démarre. Drogba. Didier Drogba, bonne réponse, titulaire et buteur en finale en 2012. Terry. Ah putain, il est- John Terry, aïe 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 Ah aïe, là là, la aïe, première aïe, aïe, erreur. aïe. Alors là, c'est terrible. Et d'ailleurs, c'est incroyable. C'est terrible. John Terrible. Et c'est incroyable parce que Terry, il vient sur le. Eh oui. Il vient avec. Il s'habille en joueur. Exact. Petr Sech. Petr Sech, excellente réponse. J'ai l'impression que tu passes complètement à côté de ton quiz, Jap. D'ores et déjà. Et bah. Torres. Il est là, Torres. Fernando Torres rentre en jeu en, Ah, mais en attends, 2012. Qui ont joué la finale. Oui, oui. Oui, je l'ai répété 3 fois déjà. Ah non, hein. mais pardon, j'étais sur Non, qui ont joué non. l'édition. Ah oui. Non, Autant pour moi. la finale. Ah oui, bah tu fais bien de me le dire. Lampard. Frank Lampard, exactement, titulaire en 2012. Je vais dire Ivanovic. Ivanovic. Aïe, 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 je suis pas sur la bonne Aïe, année. aïe, 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 aïe. Attendez, je regarde, je prends le temps. Il est déjà plus là. Et non, Ivanovic, il ne joue probablement pas la finale. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Bon, là, c'est terrible. Ah, Au départ, Aspilicueta. César Azpilicueta, titulaire et Bien capitaine, si je ne m'abuse, en Ouais, 2021. C'est d'ores et déjà gagné hein, pour Maxime. Ramirez. Qui tu me dis, pardon Ramirez. Ramirez. Ouais. Bon, t'es passé complètement à côté de Sérieux ton quiz, Julien. Et là, je vais en dire un Mais pour attends, c'est et là, fou. là, j'en dis un pour me faire briller, hein, vraiment. Parce que là, vous allez dire, je saccage les quiz, mais là, j'y vais. Ryan Bertrand. Ryan Bertrand, bien sûr. Ah ouais, bien joué, bien joué. Ryan Je crois que c'est Bertrand. son premier match pro. Et oui, un c'est truc son comme ça, premier c'est match incroyable. pro, son tout premier match pro en 2012. Catastrophique. Cataclysmique. Alors, Donc c'est terminé. Terry, je pensais pas que tu te. Parce que tout de suite, Bah quand il l'a répété 10 fois, Mais j'ai oui, repensé à oui. Terry qui vient avec le full kit. On l'appelle oui. le full kit wanker Mm. parce qu'il est habillé. Le mec qui vient, il a pas joué. Le mec qui Exactement. s'attribue. Au moins, Laurent Blanc, à la finale 98, Il a le jogging. il a regardé le jeu. Voilà. L'autre, le mec arrive, Ouais. il prend la Ouais. coupe, j'ai gagné. Donc fantastique. T'as dit qui après? Ivanovic. Ouais, là, Ouais. j'aurais pu me planter aussi. J'avoue. Ouais. Non, il ne joue pas. Et Malouda ne joue pas, il est suspendu. Malouda rentre Ah bah, tu en vois. cours de match en 2012. Mais pourquoi il joue pas d'entrée alors? Pourquoi il y Eh a bien, Ryan je ne sais Bertrand? pas. Et il joue bien, il rentre en jeu. Ok, bon, bah voilà. Bon, il y en Ouais, avait je suis plein. passé hein. complètement à côté. Ah ouais, par exemple, le buteur en 2021, c'était Ah mais oui, pourquoi on fait... Je suis bête, je suis resté... Ah oui, c'est comment il Je suis s'appelle resté sur 2012. l'Allemand.
Oui. Mais mince. Attends, on cherche quoi il a pardon le Le buteur, buteur en en 2021. Mais l'allemand. Bah alors, on connaît que lui. Havertz. Voilà. Ah oui, putain. Ouais. Ah oui, je suis resté sur 2012. Bon, mais il y avait N'Golo Kanté, par exemple. Ah Il oui. y avait, Ah non, mais moi, j'étais il y avait sur tout le monde 2012, en gros. moi. Hein. Il y avait tout le monde, Je sauf suis resté sa sur cité, 2012. Jap. Moi, j'avoue que j'étais parti, comme d'habitude, j'étais parti sur le plus vieux. Ouais, oui. C'était plus simple pour Ah moi. ouais, moi aussi, j'étais resté sur 2012. Voilà. Bon, bah bravo. C'était Non, mais au moins, c'est expéditif, on va pouvoir les manger. à Terry, je me suis dit, putain, il est tombé dedans d'entrée. Ouais, C'est pour ça. Non, non, mais moi, déjà, j'étais resté sur l'édition, pas sur la Ouais, finale. t'es passé Alors qu'il a dit complètement. 3 fois. C'est vrai Ouais. en plus, il a bien appuyé. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment appuyé. Mais Terry. oui, mais c'est parce qu'on a parlé F1, voilà. Et voilà, et voilà. Bah oui, mais bon, Mais j'ai pas c'est d'excuse. comme ça. Non, D'ailleurs, ok. le kit de Chelsea 2012, je crois que j'aimais beaucoup le maillot. Avec les manches un peu blanches, là. Ah oui, Il y a non, du c'est pas blanc. celui-là. Alors, j'aimais bien. Ah non, c'est peut-être pas. Ah oui, oui. Et alors, pour l'anecdote, enfin, bonne anecdote d'ailleurs, c'est nul. Une des plus belles images que j'ai vues après un tir au but de plénitude, c'est le tir au but de Drogba, où il va tirer derrière, il revient et tu sens que tout le poids de 7-8 ans sur les épaules de Chelsea qui s'écroule d'un coup. Et vraiment, si vous n'avez pas revu l'image, regardez la plénitude du gars qui part pas à courir comme un dératé, mais on sent qu'il a atteint le paradis. C'est beau ce que tu dis là, j'ai les frissons. Et d'ailleurs, on en a parlé d'ailleurs Chelsea tout à l'heure, j'adorais cette équipe-là. Ouais, alors t'en as pas parlé en bien pour le coup. Ah non, non, mais moi, ce qu'ils avaient fait en 2012 face à Barcelone, j'adore. C'est remarquable. Ah non, pas pour, je te parle pas Oui, de oui. Mourinho. Mais 2012, les 180 minutes face à Chelsea sont exceptionnelles. Et bon, Face au évidemment, face à Mm. Barça, ça fait pas 800 passes. Donc, Voilà. Et bah, c'est sur ce super Bah, quiz. bravo, hein, superbe. hein. Vraiment Ça, superbe tu sais combien c'est, opposition. ça C'est 8 jours de travail. 8 jours ça. de travail. Bah, t'as eu le temps de les préparer de toute façon avec le Oui, fin c'est de vrai. l'émission. C'est vrai. Impeccable. La semaine prochaine, c'est encore toi, Maxime Retour de Martin Oui, Mosnier voilà, moi je suis là jusqu'à. Jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à ton départ à la Ouais, retraite. ouais, voilà. Là, Retour de Martin Mosnier. Ravi. Ouais. Je sais pas qui est ravi, mais ravi. Ouais, ravi. Ouais. Ravi Et Hernandez. Alors j'ai Ravi Shankar aussi, mais là, Ah, c'est vraiment. oui. On va finir sur ça là vraiment. Ouais. Bah, vaut mieux finir sur ça que sur ton quiz, Jap. hein, en tout cas. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.